ensemble essayer de savoir qui va passer. C'est beaucoup plus serré dans la conférence Ouest. Les Nets à l'Est font figure de grands favoris, mais à l'Ouest, bon courage les amis. Donc, dans le premier match, je croyais que tu allais me l'afficher, Tom, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir mon truc. Dans le premier match de la conférence Ouest, donc Minnesota va affronter les Clippers, Erwan. Et je sais que ça, c'est difficile à pronostiquer pour toi. N'hésitez pas à nous appeler, comme toujours. C'est très dur de pronostiquer ça pour moi, notamment avec le retour de Paul George, qui quelque part donne un peu plus de profondeur et de rayonnement à cette équipe des Clippers. On l'a vu en live, que Paul George changeait le visage d'une équipe. On a vu aussi toute l'œuvre collective des Clippers ensemble. C'est une équipe qui pue, qui vit bien ensemble. Tout le monde se check, tout le monde est content. Enfin, à part Boston Junior qui joue plus trop, mais bon, ça. Il a joué au dernier match, oui, c'est pas très grave. Il a mis 17, je crois. Oui. Ouais, Et c'est une équipe qui vit très bien ensemble. Et on a vu une équipe qui est prête collectivement dans les rotations défensivement. C'est une équipe qui lâche rien. Il n'empêche que j'ai l'impression que sur le talent et sur ce qu'ont fait les Timberwolves sur leur deuxième partie de saison, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, 4 pour moi. C'est plus fort que ce que proposent les Clippers maintenant. Je pense que sur les soldats, sur la profondeur de banc, Minnesota n'a pas grand-chose à envier aussi aux Clippers. Donc je mets Minnesota qui passe. Eh ben écoute, pas mal. Le 7e passe pour Erwan. Toi, Stephen? Sincèrement, je vois les Clips. Parce que c'est déjà, alors, c'est pas super significatif, mais cette saison, ils sont joués 4 fois, je crois 4-1 pour les Clips. Oui. Que depuis le retour de Paul George, et on y était pour en témoigner, je crois que les Clippers sont à 6 victoires, 1 défaite, ou 7 victoires, 1 défaite, pour finir la saison. Norman Powell est rentré dans la rotation, et de quelle manière il est rentré dans la rotation? Il a été énorme au scoring. Et je sais pas si tu étais avec moi, Erwan. Je discutais avec Nico, je sais pas si tu étais là ou dans le jardin en train de faire des lay-ups avec des le fils de Nico. On parlait des Wolves et il nous disait que c'était une match-up qui leur convenait bien, que Nico allait défendre sur Karl Anthony Towns. Ah bah justement, j'allais vous poser la question. C'était l'option prise par Tyronn Lue, que Nico allait défendre sur Karl Anthony Towns. Et que cette option elle marchait bien parce qu'il passait devant systématiquement et derrière tu avais les grands qui venaient dans la raquette et que ça embêtait bien Karl Anthony Towns. Donc moi je sais pas pourquoi, expérience, Paul George, des lignes arrière bien complètes, je vais aller sur la victoire des Clips. Karl Anthony Towns, c'est pas Rudy Gobert. Après il peut s'écarter au large. Ouais, mais au large il va pas driver Nico. Bah non, mais il peut envoyer des bombinettes et puis Nico. Si c'est Zubac, il y a un vrai match-up. Mais si c'est Nico Batum, ce match-up-là, en tout cas pur, il est moins flagrant. Ouais. Non, mais alors, je l'entends. De toute façon, pour moi, c'est deux belles équipes. Mais moi, je te dis, on adore Nico. On n'a plus besoin de le dire. Mais vous êtes en train de me dire que le secret key, c'est de mettre Nico Batum sur Karl Anthony Towns pour gagner. Come on, guys. C'est ce qui a marché l'année dernière quand il... Sur Rudy Gobert. Ouais, sur Rudy Gobert. Ok. Nico, je te le souhaite. Hein. Et puis moi, je suis curieux de voir que Anthony Edwards, il est fantastique, mais Anthony Edwards, il va devoir jouer face à Paul George. Ouais. Donc, je suis pas sûr qu'il soit aussi efficace offensivement s'il lâche de la couenne le côté. Et on va voir par contre si ce qu'il peut pas donner offensivement, il arrive par contre à le mettre un peu défensivement. Il va falloir qu'il défende lui, parce qu'il va être aussi en bugne à bugne avec Paul George. Je suis pas sûr qu'ils s'y mettent parce qu'ils ont des soldats envoyés. Ouais. Mais à un moment donné, il va falloir que lui aussi défensivement, on a vu beaucoup de qualité offensive chez ce garçon. Il va falloir que maintenant sur des matchs comme ça couperés, il soit prêt aussi à défendre un peu, à se mettre le cul par terre. Très bien. Curieux de voir. Ah, ça va être un très bon match. Appelons Benoît justement pour parler de ce match de play-in. Salut Benoît. Salut Benoît, comment ça va? Est-ce que tu es là? Hello la team, ouais, je suis là. Salut Benoît. Bien super, merci de me recevoir. Je vous écoute depuis San Francisco, là, depuis des ans. Francisco, je t'aime. C'est même pas ça les paroles. C'est même pas ça les paroles. J'étais à Chicago avant, je vous suis depuis 2017, et là je viens de bouger vers San Francisco, je vous suis toujours, et vous régalez. Ah bah, c'est gentil. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre ça d'un insider. Alors j'imagine que tu as des news venues de Californie, des news fraîches pour parler des Los Angeles Clippers. Mais il est à San Francisco, pourquoi tu dis la Californie? C'est évidemment une blague, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais du coup, ouais, moi c'est un peu improbable, mais du coup je suis supporter des Wolves, enfin fan des Wolves depuis un bail. Et du coup, ouais, ça fait plaisir de nous voir à ce niveau-là. Avec ça fait des années qu'on attend ça. Et après, ouais, pour le play-in, du coup, moi je pense quand même que je nous vois passer. Je pense qu'à domicile, on a montré qu'on était costaud cette année. On a vraiment un public qui est là, qui est présent, et que ce soit Anthony Edwards vraiment à domicile, il a fait des bonnes choses. Russell
avec Karl Anthony Towns aussi, quand les trois sont là et en forme, je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal. Et puis notre profondeur de banc, je pense que niveau profondeur de banc, on est un petit peu plus solide que les Clippers. Et mine de rien, c'est vrai qu'on n'a pas non plus énormément d'expérience, mais c'est vrai que sur notre banc, on a quand même des gars comme Taurean Prince, Pat Bev, qui sont là aussi pour un peu dans les moments où ça va un peu moins bien, recentrer les choses et recentrer un peu plus les jeunes. Et puis après, c'est vrai que s'il y a des joueurs qui sont un peu dans le dur, je pense qu'on a des mecs comme Jalen Noel, Nice Reed, ou même des... Après, je te coupe sur des matchs comme ça et en playoff. Bon, le banc, il n'est pas extensible. Hein. Les mecs, ils jouent pas à 10. Tu joues à 8. Ça joue à 7 ou 8. Voilà. Les Clippers, ils ont Bender Covington, ils ont Terrence Mann, ils ont du matos sur le banc. Norman Powell, ils ont du monde. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'ils ont du monde, mais moi, je pense qu'on a les outils, notamment défensifs, pour faire en sorte que je dis pas qu'on va arrêter Paul George, loin de là, mais je pense qu'en faisant des rotations entre Vanderbilt, McDaniels, pour avoir des fois des pas de bête dessus, je pense qu'on peut lui poser des problèmes, on peut leur poser des problèmes sur certains match-ups. Donc à voir quoi. Je pense qu'on a des outils à notre disposition. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment une confrontation avec deux équipes qui ont des certitudes, plein de points forts, de la profondeur pour les deux équipes. Et tu vois, tu parlais de l'âme. Je trouve qu'on est en présence de deux équipes qui cette année, alors les Clippers on les a vus l'année dernière déjà en playoff, mais les Wolves on peut dire que cette année ils ont une âme, et c'est ça, la recherche de l'âme, de l'alchimie collective, c'est ce qui est le plus difficile à trouver. On peut parler des Lakers par exemple, donc c'est pour ça que c'est difficile de savoir qui va s'en sortir. J'ai une autre question pour toi, Tom, c'est qui a le plus à perdre? Moi, j'ai l'impression que les Clippers, ils y vont avec des certitudes, avec l'envie de les taper, mais s'ils perdent, on le sait, on l'a senti, ils nous l'ont dit, ils sont déjà sur la saison d'après. Les Timberwolves, j'ai l'impression qu'ils ont quand même que s'ils vont pas en playoff cette année, ça va grincer des chicots. Qui a le plus à perdre? Moi, je trouve qu'elles sont au même niveau. C'est juste que les Clippers, ils arrêtent pas de parler de la saison prochaine. Mais en vrai, c'est de la merde, ça, gros. Il y a des matchs à jouer maintenant. Tu vas me dire qu'ils vont ils peuvent faire une croix sur des playoffs. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je pense que c'est pareil. Déjà, les deux ont à perdre. Ils ont pas qu'ils se sont créés une âme en playoff en plus. Donc c'est important de jouer. Tout à fait. Et puis, je n'oublie pas qu'il y a un deuxième match pour se qualifier derrière, dont on va parler dans quelques secondes. Moi, je serais pas surpris si ces deux équipes-là finissent 7 et 8, quel que soit l'ordre. Donc ça aussi, c'est important. T'en dis quoi, toi, Steph? True, t'as raison. Je serais pas surpris que les Wolves et les Clippers passent. Maintenant, c'est Pat Bev qui start pour les Wolves. Et je peux te dire que Pat Beverly versus Reggie Jackson, deux mèches courtes, deux un peu foufou. Ils se connaissent par cœur. Les deux, ils peuvent être pénibles. Après, le point d'interrogation, le joueur qui peut faire passer un cap à cette équipe des Wolves, c'est D'Angelo Russell. Mais il fait une saison. Alors oui, de temps en temps, il a des éclairs de génie, il met des 30, des 35. Mais elle est plutôt mauvaise, la saison de D'Angelo Russell. Et j'ai rarement vu les trois être bons en même temps, Towns, Edwards et Russell. Après, j'ai tendance à rejoindre Erwan sur le fait que les Clippers, oui, le retour de Polo les a excités un petit peu pour cette fin de saison. Mais je suis pas sûr que ça soit si dramatique que ça si jamais ils sortent pas en playoff. Tandis que les Wolves, certes, c'est les New Kids on the Block, mais s'ils sont pas dans les 8, je pense que ça fera une petite giflette derrière la tête avec la saison qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Benoît, en tant que fan des Wolves? Pour toi, c'est impératif que ton équipe aille en playoff? Ouais, c'est impératif. Après, par rapport à à revenir sur ce qui vient d'être dit, Russell, Towns et Anthony Edwards, c'est le trio de la NBA avec le plus de matchs où ils sont tous les trois à 25 points ou plus. Et c'est souvent des gros matchs. Donc moi, je suis pas forcément d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que dans les moments où il faut step up, ils sont c'est un match que tous les autres trios, ils ont jamais joué ensemble. Des Russell et Towns, tu peux considérer que c'est la première année où ils sont vraiment ensemble. Avant, ils ont fait 10 matchs ensemble. Et Anthony Edwards, c'est ça. Je te parle des autres trios, des autres équipes. Ils ont jamais existé, les trios des autres équipes. Okay, tu me sors une stat mais par contre, Steph, je te trouve un peu... c'est important dans ces matchs-là de se connaître aussi. S'ils ont joué ensemble, ça veut quand même dire qu'ils arrivent à un match où ils sont prêts, où ils se connaissent davantage qu'un trio Paul George. Je sais pas qui tu veux mettre avec, mais ça compte quand même dans le vécu d'avoir 82 matchs dans les pattes où tu as joué ensemble, plutôt qu'avoir des gars qui partent et qui reviennent à cause des blessures. D'habitude, on a énormément de problèmes de blessures depuis des années. Et cette année, c'est la première année où on a été un peu épargné, on a de la chance. Et je pense que ça compte aussi, et c'est clair que c'est impératif. Sur la saison régulière, on est à 2-2 contre les Clippers. À chaque fois, c'est des matchs c'est des blowouts de 20 points d'un côté ou des 20 points de l'autre. Et je serais pas étonné que ça soit pareil sur ce play-in. Je pense qu'il va y avoir un gros entame de match d'une équipe ou de l'autre, et qu'après, ça va galérer à revenir. Mais à mon avis, ça sera pas forcément serré. Ça va jouer à 15-20 points et ça sera fini au milieu du 4.
Mais après, ça peut tourner d'un côté ou de l'autre en fonction du momentum. Ça c'est clair. Tu sais combien la réalité de la saison régulière. Il y a eu 3-1 pour les Clippers cette saison, c'est pas 2-2. Très défendu. My bad, ok. You gotta be precise, my friend. Precise, on dit. Mais à chaque fois c'était des blowouts, je crois, de 20 points. On espère ne pas avoir de blowout. Par contre, je te trouve sévère, Steph, sur la saison d'Angelo Russell. Il a été blessé sur tout le début de saison. Il aura énormément manqué. Et dès qu'il est rentré, tu sens qu'il a subi l'éclosion d'Anthony Edwards. C'est plus le d'Angelo Russell. D'accord, mais dès qu'il est revenu, c'est quand même lui qui a mis de l'ordre dans la boutique. Il est meneur de jeu. Et il facilite le jeu. Ouais, complètement. Il joue pour les autres, il force rien. Alors oui, il s'est effacé comme une troisième option, mais comme un meneur titulaire aussi qui donne à manger à tout le monde. Ouais. Ses pourcentages sont très corrects, il met un petit peu moins de points. Pourcentage rincé, par contre. Mais bon. Rincé pourcentage. Après, on sait que c'est un mec qui est ice in my vein. Tu connais. Pourcentage de James Harden, gros. Ouais, les mauvaises saisons. Moi, je trouve qu'il met moins de points qu'à Brooklyn, mais il sent mieux le jeu. Genre, dans les moments clutch, il n'hésite pas à passer, il n'hésite pas à drive, il fait des fautes vraiment intelligentes, et je pense qu'il est devenu beaucoup plus mature que ce qu'il était avant. En tout cas, énorme hype pour ce match. Ouais, grave. Quand je vous entends parler, je sens votre intensité. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Je vais aller voir chez Steph en caleçon pieds nus peinard. C'est normal. Est-ce qu'il y a une autre manière de s'habiller pour aller chez Steph? C'est vrai, excuse-moi. Je peux faire ça qu'à poil, hein, parce que de temps en temps, à LA, je l'ai croisé, il n'y avait pas de caleçon. Il sortait de la douche. Ça va. Les mecs, ils ont joué 20 ans en pro, ils sont plus que de rien, quoi. Lui en plus. Et surtout toi, quoi. Surtout toi, quoi. En tout cas, dans le chat, on a fait un sondage. Eh bien, écoute, 72% victoire des Clippers. Ça nous amène sur Winamax. Montre-nous ce que nous proposent les bookies, Tom, s'il te plaît. Alors, je suis très curieux de savoir parce que je n'ai aucune idée d'à qui donne l'avantage. Peut-être à Minnesota parce qu'ils sont à domicile. 1,66 Minnesota, 2,25 Clippers. Stephen. Oh. Tu dis quoi, toi? Je vois 2,25 les Clips. Et je vois que tous les gens qui ont parié sur ce match, on peut tout tendance à être d'accord avec moi parce qu'il y a 67% des parieurs sur ce match qui sont allés sur les Clips. Ouais, c'est vrai. Ouais, après, la cote est belle, hein, les mecs peuvent jouer la cote. Moi, je reste au-delà, mais sur l'aspect sportif, je vois les Timberwolves. C'est pas parce que la cote est belle pour les Clips que je vais changer d'avis. Non. Moi, je vois les Timberwolves à domicile. Pour moi, le trio va causer beaucoup trop de problèmes à cette équipe-là. Même si Steph l'a bien souligné, la profondeur risque d'être un petit peu côté Clippers. Je vous interromps parce que là, je vois un commentaire. Je peux pas le laisser. Attends, laisse 30 secondes. Juste donne mon prono et ensuite tu reviens. Moi, je donne mon prono. Alors, c'est peut-être le fait de les avoir vus jouer, d'avoir vu le retour de Paul George, mais défensivement, j'ai vu des choses que je n'imagine pas faire Minnesota. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, la rotation, c'était rappelle-toi, à un moment, on a fait des waouh. Gros, Tyronn Lue, c'est un coach, putain de merde. Tu vois ce que je veux dire? Tyronn Lue, c'est un coach. Parce que pas l'autre. Si, mais l'autre, c'est un jeune coach. Gros, les jeunes qui connaissent pas ce métier de la suite, je leur mets toujours un petit bémol. Donc, je vais aussi comme Steph sur le 2,25 des Clippers. Bah écoute, on est tous cohérents. On est cohérents avec nos dires. Alors, dis-nous, qu'est-ce que t'as, toi, là? Le commentaire, là. Captain Black 67, vous êtes prêts? Accrochez-vous bien, vous êtes assis? D'Angelo Russell, c'est le digne remplaçant de Chris Paul. Il commence à avoir des airs de point god. Ça, normalement, on efface ce genre de commentaire. Après, déjà, faudrait qu'il défende un peu plus quand même, beaucoup. Et puis on attend que. Oui, je vois l'idée. Bon, on est bon. Voilà. Mais c'est Johnny à l'idée, par contre. Oui, je vois l'idée. Ouais. C'est Johnny. Ouais. Oh mon Dieu, n'importe quoi. Bon, merci Benoît, Merci Benoît de nous avoir appelé. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Merci. Je peux poser une petite question? Il n'y a pas le temps. Bien sûr, mais mec, on n'est pas chez TF1. Ok, non, c'était juste par rapport à votre avis, parce que j'ai entendu pas mal d'avis, surtout ici aux États-Unis, par rapport aux journalistes qui disaient que sur le play-in, par exemple à l'Est, ça avait beaucoup de sens, parce que les équipes sont à plus ou moins 2 victoires. Mais par exemple à l'Ouest, il faudrait instaurer un cap, parce qu'il y a 4 victoires de différence, par exemple, entre les Wolves et les Clippers, et après il y en a plus de 10, je crois, avec 12. Avec les deux autres. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça serait une bonne idée, comme ça, d'instaurer un cap? Parce qu'au final, tu fais une saison de 82 matchs, tu as des équipes qui ont 10 victoires de moins, et tu peux te retrouver à des matchs couperés contre eux. Pour peu que tu aies un joueur qui se blesse au mauvais moment, ça te flingue ta saison, ça te flingue tes playoffs. Donc je sais pas ce que vous en pensez. On est d'accord avec toi, globalement. On en a un peu parlé au début de l'émission. Mon gars, d'avoir 12 matchs avec le 10e aux fraises, si les Lakers étaient qualifiés, c'était la honte. Les Spurs sont une petite saison, malgré Dejounte Murray. Évidemment qu'il devrait y avoir... Qu'est-ce qu'il fait, Steph? Il devrait y avoir un cap, tu vois. Quel que soit, ça peut être 5, 6, 8, 10 même, si tu veux. 10 matchs. Mais au bout d'un moment, il y a 12 matchs d'écart. Donc, il y en a une. Minnesota fait leur meilleure saison depuis 5 ans de l'autre. T'as les Spurs qui font une de leurs pires saisons depuis des années. Et
Et ils ont une chance de se qualifier. Alors, tant mieux pour le spectacle. Et la NBA va dans ce sens-là, comme toujours. Mais on est d'accord. Mais sur l'éthique sportive, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Après, j'imagine et puis faire... Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, puis après, c'est surtout faire aussi 7-8. Et puis après, le perdant de 7-8 joue contre le gagnant du 8-9. Pour moi, c'est pas dans le sens des playoffs. Tu continues à faire 7 contre 10. Pour que le 10 il passe, il faut qu'il gagne 2 matchs. Et sinon, comment tu fais, sinon l'autre passe. Tu fais genre 7, tu fais 7 contre 10. Si le 7 a besoin que d'une victoire pour passer, et le 10, on a besoin de 2. Ah, mais le but, c'est comme ça. Mais tu fais 7 contre 10 et 8 contre 9. Ouais, mais du coup, après, tu fais quoi en deuxième match? Tu vois, t'as 8 contre 9. Tu fais 2 fois les mêmes matchs. Ah, mais c'est quoi le troisième match, du coup? Du coup, tu fais. En gros, que ça soit le 10 ou le 9, ils ont besoin de gagner 2 matchs contre le 7 ou le 8 pour passer. Et les autres, ils ont besoin d'en gagner qu'un. Donc, possiblement, t'as un deuxième match, mais possiblement, t'en as pas. Ouais. Après, c'est des idées que j'ai entendues sur, je crois que c'était ESPN, et j'ai pas trouvé ça bête par rapport à l'esprit playoff, où c'est toujours le premier seed contre le dernier, etc. quoi. Ouais, ok. Moi, je trouve, à partir du moment où tu vas dans le play-in, ce truc-là, il est pas dégueu, hein, finalement. Ce qui compte, c'est de jouer le moins de matchs possible avant les playoffs. Aussi. Donc, bon, bref, en tout cas, on verra. Adam Silver et toute son équipe ont décidé qu'on allait dans cette direction. On va s'y plier parce qu'on aime la NBA. Et de toute façon, on va se régaler demain soir. Merci Benoît, en tout cas. Adam Silver, il va faire une espèce de Coupe de France au milieu de la saison. Ouais, il va faire la Stern Cup. Il va faire une Leaders Cup ou un truc comme ça. Écoute, on va bref, qu'est-ce que tu veux. Bon, merci Benoît, en tout cas. On va laisser sa chanson. Merci les gars, continuez, vous régalez. Merci, c'était un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir de t'avoir. Ouais, pareil. On enchaîne du coup avec le 9e contre le 10e, donc les Pelicans qu'on a vu jouer, 9e, les 10e contre les Spurs. Alors, s'il vous plaît, on va aller un petit peu plus vite sur ce match-là, parce que j'ai envie d'aller faire les trophées ensuite. Stephen, un avis sur ce match, une préférence, un favori, s'il te plaît? Une préférence, les Spurs pour Popovic. Un favori, les Pels. Les Pels, parce que déjà c'est un jugement avec Erwan qu'on a eu, parce que même avec toi, parce qu'on les a vus jouer de près. Ça me paraît être plus talentueux offensivement. Tonton Valanciunas, il peut concasser notre ami autrichien Jakob Poeltl à l'intérieur. Et puis Ingram McCollum me paraît avoir un talent supplémentaire pour faire gagner cette rencontre. En plus de ça, ils vont jouer à domicile. Maintenant, avec Pop, t'es pas à l'abri d'une surprise qui nous sorte un coup du chapeau. On parlait tout à l'heure de Borrego, il va pas nous sortir une match-up, machin. T'es pas à l'abri de Popovic, il nous sorte un truc du chapeau. T'es pas à l'abri que Dejounte Murray affirme son statut de All-Star et fasse un triple-double de mutant. Mais sur le papier, les Pels me paraissent au-dessus. Ouais. Là, je te rejoins complètement. Tiens, pour la première fois de l'émission, j'ai bien aimé ce qu'ont proposé les Pels là aussi, avec des joueurs qu'ils ont su lancer là cette saison, des jeunes joueurs qui défendent, et puis je te dis là, cette relation McCollum, il va falloir le défendre. Valanciunas, ils ont beaucoup d'armes. Je trouve. Jackson Hayes aussi, hein, sur la profondeur athlétique, physique. Je pense que les Spurs risquent de pas mal souffrir avec les Pelicans. Donc je vais sur les Pelicans. J'ai du mal à aller contre vous. Au vu de la fin de saison. Du talent, de plein de choses, la saison des Spurs, même tout simplement. Hein. J'ai la sensation qu'on va aller vers les Pelicans. Regardons ce que les Bookies nous ont proposé. Ça me régale avec Bookie. Ah, ça me régale, Bookie. C'est Aya Nakamura. Voici donc les codes pour ce match. Avantage 1,48. On est tous plutôt d'accord, hein, à domicile face aux Spurs. 1,70. Erwan. Pelicans. 1,48. C'était une imitation de qui, ça? Rien du tout, je me raclais la gorge. C'est pas le moment de faire ça en ce moment. Bon, ça, on rigole, merde, quoi. Ouais, non, on regarde pas de ça. On peut plus faire une imitation, quoi, putain. Ouais, j'ai le doigt de faire le tu préfères que je vous ai proposé tout à l'heure, mais on le fera pas tout de suite. Donc, 1,48, j'ai l'impression qu'il y a un consortium, c'est pas du tout le bon mot. Il y a on s'est mis d'accord. Un plébiscite. Un plébiscite. Ouais, un plébiscite, si tu veux. En faveur des Pelicans. On a dit, on l'a répété, le talent. Moi McCollum, Valanciunas, Ingram, ça sort pas. Hein. Ah non, et puis ils ont des petits qui défendent, Bear Jones, Marshall, le sergent Marshall. Ils ont des joueurs corrects, hein, les Pels. Hein. Non, c'est clair. C'est bien coaché. Devonte Graham à sortie de banc qui est capable de prendre. Et puis Steph, ça aussi, tu vois, dans tout ce qu'on aime regarder, c'est bien coaché. On a très peu parlé cette saison Willie Green. De ce que fait Willie Green, mais moi j'adore voir les attitudes. Et moi, quand je vois Willie Green, je vois une attitude de coach. Et ça fait kiffer.
Ok. Donc arrêtez de donner du travail à des Alvin Gentry de merde. Il s'est fait virer d'ailleurs. Ouais, tant mieux. Il s'est fait cut de Sacramento. J'espère que plus jamais il ne se retrouvera à la tête d'une équipe NBA et que c'est bien qu'on donne du taf à des mecs qui ont l'air. Je sais pas si tu as eu cette sensation, Tom et Steph, si vous avez cette sensation. Willie Green, il y a l'impression que quand il coach, c'est un mec qui aime le jeu. Il est tout le temps debout, il parle à ses mecs. Tu sens qu'il est imprégné du terrain encore. Et ça, moi, ça me fait kiffer. On est d'accord, Erwan. On est d'accord. En tout cas, les Spurs finissent sur 3 défaites là, contre les Mavs, les Wolves et les Warriors. Mais avant ça, ils étaient plutôt pas mal. Hein. Ils étaient à 7 victoires sur les 8 derniers matchs. Ils ont eu une très bonne passe avec des équipes de toutes sortes, hein, des Blazers, des Pelicans. D'ailleurs, ils ont battu les Pelicans. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire. 107-103. C'était il y a quelques jours maintenant, le 27 mars. Je regarde vite fait le box score pour vous donner quelques billes. Keldon Johnson avait mis 21, 18 pour Josh Richardson. Et Valanciunas 18, 32 pour McCollum et il n'y avait pas Brandon Ingram. Et ben écoutez, on va... Mais je sais plus ce que je voulais dire. Bon là, vas-y. Ça devait être intéressant. L'intervention. En tout cas, je vais vous donner là, il y avait un petit sondage pour l'instant, 66% pour les Pelicans. Les Spurs, ils terminent très bien. Ils prennent les matchs qui font sauter les Lakers. Hein. Ah bah complètement. Oui. Complètement. Ils ont senti le coup. Après, moi, honnêtement, j'enlève rien aux Lakers. J'ai mes potes fans des Spurs qui arrêtent pas de me casser la tête. Je t'avais dit, les mecs finissent 12e, enfin 11e de la conférence Ouest. J'ai comme l'impression que c'est les Lakers qui vendangent leur fin de saison plus que les Spurs qui vont chercher. Oui, mais après les Spurs, ils prennent des matchs qu'il faut prendre pour... Ils ont joué leur coup à fond, quoi. S'ils prennent pas les matchs, les Lakers, ils peuvent être mauvais comme ils sont mauvais, ils sont quand même 10e. On va vraiment se palucher sur une équipe qui a gagné 36 matchs. Merde, quoi. 34 matchs. 34. On fait une analyse de la belle fin de saison des Spurs. Bon, très bien, je vous pose cette deuxième question, du coup, comme tout à l'heure. Erwan, pour le premier match, tu m'avais dit que les Minnesota Timberwolves passaient donc Clippers face aux Pelicans. Qui devient 8e d'après toi? Les Clippers. Les Clippers, donc 7 et 8, on reste dans le même ordre pour la conférence Ouest. Toi, Stephen, les Clippers passaient, on est d'accord pour les Pelicans, donc ça nous donne un Minnesota Timberwolves contre les Pelicans. Je vais aller sur les loups de mer, Minnesota Timberwolves. Les loups de mer. Une loutre, quoi. C'est un cop de Bessem-Gravelines Dunkerque. Donc je on embrasse les amis de Gravelines. Et comme j'avais le même match que toi, moi aussi, je pense que Clippers 7, Minnesota 8e, ce serait tout à fait mérité. Et puis on aura un premier tour entre. Est-ce que les Grizzlies vont ouvrir les Clippers? Watch out, Ja Morant. C'est une meilleure équipe en tout cas, mais. C'est comme les Nets, les dynamiques sont tellement relancées avec les mecs qui sont revenus sur le terrain. En fait, c'est des faux 7e, les Clippers. Non, mais pas des faux 7e, 8e d'ailleurs, ils sont. D'accord, mais honnêtement, vraiment, on va se poser la question sur Memphis, sur le truc. On aura l'occasion d'en parler. Tu sais, Memphis, moi je pense qu'il y a au moins 6 matchs. Mais non, c'est pas l'inconnu. Ils font premier tour des playoffs la semaine dernière. Ils tapent les Warriors. C'est l'inconnu quand t'es deuxième et que t'as avantage du terrain. C'est l'inconnu. J'ai l'impression. J'ai l'impression que l'inconnu leur va très bien. Alors aux Grizzlies, cette année, ils n'ont pas bégayé une seconde. Et il y avait tout pour. Très bien. On nous dit 4-2 Memphis. Dites-nous vite fait là pour un éventuel premier tour là, entre Memphis et Clippers. Moi aussi j'aurais dit quand même 4-2 voire 4-3. Les Clippers sont chiants, gars. Les Clippers l'année dernière, il y a son père et ils vont quand même. C'est un vrai pour la gratter, ouais. Ils sont le 4-2 Clippers, tu vois, on nous dit par exemple. J'ai mis Memphis en finale. Mais après, il s'appelle Blaireau du 66, le mec qui dit ça. On embrasse Perpignan. Ah oui, Pierre Oriental, le 66. Oui, tout à fait. 4-1 Grizzlies, 4-2. Tout le monde est plutôt 4-0 Memphis. Supplément merguez, il est chaud. Ouais, 4-0 Memphis, bravo. Supplément merguez. Remets-toi-en une. Hein. Mais ça va pas la tête. Bon, très bien. Écoutez, ce match-là, en tout cas les Clippers, c'est demain soir aussi à 4h du mat. Donc on va pouvoir suivre tout ça. Et puis le First Day Show est là jeudi pour se préparer pour les derniers matchs du play-in. Parce que c'est ça, ouais. Il y a mardi, mercredi. C'est ça. Il y a 2 matchs par nuit. Ça se trouve qu'on aura tout faux. On espère pas, quand même. Il y a quand même les Nets, tout ça. J'ai quand même la sensation que... Ça serait un énorme first day show, du coup, si on a tout faux. Hein. Ouais. Les Nets, ça doit de sortir et tout. Les Nets, ils sont sortis. Je peux te dire que on a déjà sorti le lance-flamme pour les Lakers. Pour les Lakers, je peux te dire que j'ai un deuxième qui est tout prêt pour les Nets. Hein. Bon, bah, très bien. Écoute, très bien. On va clôturer tout ça tout de suite maintenant et puis on va se projeter sur les trophées NBA. Il va falloir nous appeler.